Salut à tous, c'est Arthur Berondi et bienvenue dans Sneak In, l'émission qui parle de l'histoire des sneakers. Dans cette première saison, nous reviendrons sur l'histoire des marques de sneakers les plus emblématiques. Pour commencer, nous allons parler du phénomène qui a véritablement lancé l'engouement autour de cette culture, Air Jordan. Pour parler des sneakers en elles-mêmes, il faut d'abord mentionner l'histoire du personnage derrière la marque, Michael Jordan. Michael Jordan, c'est un grand dès le début de sa carrière. Il remporte la finale du grand tournoi universitaire de basket, le NCAA, avec l'Université de Caroline du Nord. Après cette victoire, son entraîneur de l'époque, Dean Smith, lui dit qu'il n'a plus rien à faire en basket universitaire. Son niveau est trop haut et il est déjà temps de passer pro. Logiquement, Michael fait partie donc de la NBA Draft de 1984. L'événement qui permet aux équipes de NBA de choisir les talents fraîchement sortis de l'université. MJ sera sélectionné par les Chicago Bulls. Directement, on va se rendre compte que Michael Jordan, ce n'est pas n'importe qui. Il a une très bonne influence sur son équipe et la NBA tout entière. Car oui, la NBA, sans se mentir, à l'époque, ça n'allait pas du tout. Les joueurs se droguaient, fumaient à la veille d'un match, et les diffuseurs pensaient que les Blancs, qui étaient majoritaires dans la possession d'un poste de télévision, ne regarderaient jamais autant de personnes de couleur jouer au basket. Donc, personne ne pariait vraiment sur ce sport, à part les marques de vêtements qui, elles, y voyaient un avenir. C'est alors que Michael Jordan entre en scène. Il ne boit pas, il ne fume pas, il s'entraîne plus que les autres, et sa seule obsession, c'est le basket. C'est justement ce dont avait besoin la communauté afro-américaine à cette époque. Un héros charismatique qui peut exprimer leur sensibilité, leur style et leur goût. Michael Jordan allait devenir le candidat idéal. Comme tout joueur de NBA, Michael Jordan se lance à la recherche d'un équipementier pour le sponsoriser. Il est accompagné de son agent David Falk, qui avait une idée précise que son poulain partageait pleinement. Trouver un sponsor qui le traiterait comme un joueur de tennis, un golfeur ou un boxeur. Parce que oui, à l'époque, aucun joueur d'un sport collectif n'était représenté de façon indépendante par une marque sans le reste de son équipe. À l'époque, celui qui dominait le marché de la chaussure de basket, c'était Converse. Pourtant Converse, soyons honnêtes, n'avaient aucune vision sur le basket malgré leur statut. Ils se contentaient de garder les mêmes modèles de sneakers et le même modèle de contrat pour chaque joueur qu'ils signaient, sans se dire qu'un joueur pouvait plus profiter à leur vente qu'un autre. Pour eux, les joueurs c'était des packs qu'ils exposaient dans leur pub pour dire « Regardez, on a toutes les stars de basket, achetez de Converse !» Jordan et son agent avaient une autre idée en tête bien éloignée de cette vision simpliste du basket. Jordan devait être la seule égérie d'une marque. Malgré les ambitions du duo, Converse ne changera pas ses habitudes et lui proposera un contrat de 100 000 $ par an sur 5 ans, où il serait affiché à côté d'autres joueurs, comme ils ont toujours fait finalement. De plus, pas d'innovation était prévue. Jordan n'était pas content. Il avait déjà un bon petit ego à l'époque, donc logiquement, il a refusé et a continué ses recherches. Et là vous vous dites, donc Michael Jordan, alors qu'il n'a rien prouvé encore en NBA, voulait déjà être affiché comme la superstar par une marque? Mais ça n'a aucun sens. C'est vrai que c'est bizarre. Mais on va voir que c'est ce qui l'a mené en partie tout en haut. Jordan s'est ensuite rendu chez Adidas, qui, avouons-le, n'était pas dans la meilleure des situations. Son grand boss, Adolf Dassler, était décédé 6 ans auparavant et sa femme, Kate Dassler, avait repris les rênes de l'entreprise. Beaucoup de personnes disent du mal de cette pauvre femme, mais moi, je vais la défendre. Dans le passé, Adolf et son frère Rudolf, celui qui a créé Puma, s'étaient déjà disputés gravement en partie à cause d'elle. Rudolf disait à son frère à l'époque que sa femme n'avait pas la vision pour gérer une marque de sport. Rudolf n'avait pas tort car c'est sous la tutelle de Kate qu'Adidas refusera de signer Michael Jordan. Parce que selon Adidas, Michael Jordan était trop petit et ceux-ci préféraient des grands pivots comme Hakeem Olajuwon. Alors oui, c'est une gaffe. Mais qui aurait pu imaginer que Michael Jordan allait devenir ce qu'il allait devenir aujourd'hui? À l'époque, c'était la mode de signer des grands joueurs pour devenir l'égérie d'une marque. Cette femme n'a rien à se reprocher. Elle avait juste une chance sur deux. Si Michael avait passé la moitié de sa carrière blessé, rien ne lui serait reproché. Et si ça se trouve, dans une autre ligne d'univers, elle a signé la collaboration et tout n'a pas aussi bien marché. Bref, tout ça pour dire que c'est le business et tout le monde n'a pas la vision parfaite au bon moment. Mais c'est vrai que c'est dommage quand même. En 1984, Nike allait bien. Bon, ce n'était pas non plus la folie, hein. Ils avaient perdu une partie de leur identité, étaient en déficit et ont même dû licencier plus de 400 employés. Malgré tout, Nike ça restait cette image rebelle, comme celle du tennisman John McEnroe.
Et Jordan, comme on l'a compris, avait plutôt un tempérament de rebelle. Il voulait vraiment casser les codes. Il était donc un candidat parfait pour Nike. Peter Moore et Rob Strasser, les représentants de Nike, voulaient 3 égéries pour leur nouvelle campagne de pub liée au basket. Et surtout au mot Air, un mot adapté par la firme plusieurs années auparavant. Car Peter Moore était passionné par tout ce qui volait dans les airs. Nike va appeler Sonny Vaccaro, leur expert en basketball. L'homme responsable de tous les miracles qui vont arriver par la suite. Peter et Rob lui disent qu'ils désirent faire signer 3 joueurs de basket avec une enveloppe de 500 000 $. Ils veulent que Sonny choisisse les meilleurs. Mais lui, il ne voyait pas du tout les choses au pluriel et leur a dit « Non, on doit avoir qu'un seul gamin avec l'enveloppe, Michael Jordan. C'est lui qui deviendra votre jumpman et sautera haut dans les airs. » Arrivent alors les Jeux Olympiques de 1984 et la rencontre entre Jordan et Nike va avoir lieu grâce à George Haveling. Cet homme, c'était le coach de la Team USA et donc de Jordan lors des JO. Et en plus de ça, c'était le meilleur ami de Sonny Vaccaro, donc parfait pour faire le lien entre la marque aux swoosh et le joueur. Jordan et son agent vont aller rencontrer Nike chez Tony Roma's, un restaurant italien à Santa Monica. Et Jordan ne voulait pas y aller. Il n'avait vraiment aucune estime pour Nike et n'en avait jamais eu. Mais ses parents l'ont forcé à y aller et Nike lui proposera quelque chose de totalement inédit. 500 000 $ sur 5 ans, alors que jusque-là, le plus gros contrat c'était 100 000 $ par an sur 5 ans chez nos amis de Converse. Ça ne suffisait pas encore pour le convaincre. C'est alors que Nike a dit à Jordan « On va te faire ta chaussure, ta marque à toi ». Et là, Jordan va sérieusement commencer à les écouter après ces paroles, sachant qu'il allait être le seul du circuit à avoir sa propre basket, la Air Jordan. Mais la vérité, c'est que c'est grâce à une personne bien plus proche que tout s'est déroulé comme Nike l'avait prévu. Sa maman, qui lui a dit ces mots. Ils te font ta propre basket, te payent plus que tout le monde, fonce! Comme tout bon garçon, Jordan écoutera sa maman et elle l'accompagnera même dans les bureaux de la marque pour la signature. Un bien bon conseil, madame. Toujours écouter sa maman. À partir de ce moment, Nike a placé la barre tellement haute qu'ils ont totalement mis Converse et Adidas à la rue. Il y avait bien Spot Built, une autre marque de sport inconnue qui avait proposé à Jordan de lui faire sa propre marque. Cependant, leur offre ne rivalisait quand même pas avec Nike, car en plus des 500 000 $ par an, Jordan va toucher des royalties sur les ventes de basket. Alors par contre, Nike a quand même posé ses conditions. Michael Jordan devra être élu Rookie of the Year, donc meilleur joueur de l'année, être sélectionné au All-Star Game, le match événement qui réussit les meilleurs joueurs de l'année, et devra tourner en moyenne à 20 points par match minimum. De plus, 3 millions de $ de Air Jordan devront être vendus à la fin de la 4e année. Et ces conditions sont ridicules. 450 000 paires ont été vendues en un mois et Nike a vendu pour un total de 126 millions de $ de Air Jordan la première année. C'était un phénomène que tous les jeunes voulaient porter. Avoir une paire de Air Jordan pour un adolescent, dites-vous que c'était l'équivalent d'avoir un sabre laser Star Wars pour un enfant. Mais tout ça, c'est surtout dû à celui qui les portait, pas à Nike. MJ, c'était un joueur avec une mentalité hors du commun, qui poussait son équipe à renverser des situations désespérées. Dites-vous que plus de la moitié du stade des Chicago Bulls était vide à chaque match avant l'arrivée de Jordan, tandis qu'après son arrivée, il était plein à chaque fois. Il a aussi redonné vie à la ville tout entière. Logiquement, il sera élu Rookie of the Year en établissant des records de points comme lors d'un certain Bulls Celtic où il marquera 63 points. Michael a fait de la sneaker une mode, une culture, en devenant le héros de la jeunesse de l'époque et de la culture afro-américaine. Tout le monde économisait pour s'en procurer une. Mais dans toute belle histoire, il y a toujours des revers. Et des coups droits. Nike et Jordan, ils s'entendaient bien, puisque tous les deux voulaient briser les codes. À l'époque, tout le monde portait des chaussures blanches sur les terrains de basket, alors que Nike a voulu opter pour du noir et du rouge, en partie pour rendre hommage aux couleurs extérieures des Chicago Bulls, mais surtout pour révolutionner le marché des chaussures de basket. Jordan a d'abord pas trop apprécié l'idée, car pour lui, c'était les couleurs du diable. Ouh, le diable! Mais quand Nike lui a expliqué le concept, il a approuvé car ça faisait de lui un précurseur. Ça allait forcément le rendre visible. Ce changement de couleur montrait qu'il était différent, unique. Cependant, au début de la saison, le 9 octobre 1984, les Air Jordan n'étaient pas prêtes. Nike lui faisait donc porter des Airship, un autre modèle, mais coloré en rouge et noir spécialement pour lui, pour préparer le monde au Air Jordan Bread, qui était le nom officiel du coloris noir et rouge. Nike va avoir une grosse frayeur. Pouh! Le 18 octobre, l'agent de Jordan reçoit un appel de David Stern, commissaire de la NBA à l'époque. Il lui dit que la sneaker noir et rouge n'est pas conforme aux règles de la NBA, et qu'il avait décidé donc de la bannir des terrains. Selon David Stern, la NBA n'avait pas beaucoup de règles à l'époque. Dès que quelque chose de nouveau arrivait, on l'interdisait. Mais une règle autorisant cette chose interdite arrivait l'année suivante. Il fallait construire les règles de la NBA, et il n'y en avait quasiment pas à l'époque. Du moins, en ce qui concerne ce qui tourne autour de jeu, car les règles de basket, elles étaient déjà quasiment définitives. Résultat, Nike est en panique. Comment vont-ils faire?
David Stern les menace même d'une amende de 5000 $ par match si Michael Jordan venait à porter encore une fois des chaussures rouges et noires. Mais calmons-nous, tout ira bien. Michael portera des Airship blanches et rouges jusqu'à la sortie de la Air Jordan. Tout se passera bien, puisqu'il portera la légendaire Air Jordan 1 Chicago au lieu de la braid noire et rouge bannie des terrains. Comme il y avait du blanc en plus du noir et du rouge, la sneaker devenait conforme aux lois de la NBA. Et là vous vous dites, bon, c'est pas si grave, après tout, la Chicago c'est la plus connue. Eh bien, vous n'avez pas tort. Mais l'histoire ne s'arrête pas ici, loin de là. Nike, ils étaient un peu embêtés car ils avaient déjà produit 50 000 Air Jordan Bread, prêts à être vendus, et logiquement, ils ne voulaient pas les abandonner. En tant que grand rebelle, Nike va avoir une idée de génie avec une campagne de pub légendaire. La NBA interdit Michael Jordan de porter ses chaussures, mais vous pouvez les porter. C'était brillant, et ceux qui connaissent bien le marché des sneakers aujourd'hui ont compris que tout le monde en voulait une après une telle pub. Les porter, c'était être un rebelle qui ne se conformait pas aux lois de la société. C'était s'opposer à David Stern et la NBA. Le monde entier s'est mis derrière Jordan et sa chaussure. Et c'est humain. Quand on te dit que tu n'es pas censé avoir quelque chose, tu le veux à tout prix. Et là, vous vous dites, quelle ordure ce David Stern quand même. David Stern n'a pas fait grand chose de méchant au final. Il leur a même donné l'idée de la campagne de publicité. C'était seulement il y a quelques mois qu'on a appris la vérité. La légende qui circulait depuis la nuit des temps, elle disait que Nike payait l'amende de 5000 $ à chaque match pour que Michael Jordan puisse continuer à jouer avec les Air Jordan. Mais en vérité, c'est totalement faux. La Air Jordan Bread n'a jamais été interdite. Certes, David Stern a écrit une lettre à Nike disant qu'il interdisait Jordan de porter la paire, qui est réelle. Mais il ne l'a jamais interdite à proprement parler. De plus, cette histoire d'amende est totalement fausse car déjà de 1, il n'y a jamais eu de lettre écrite parlant d'amende et de 2, à part au All-Star Game de 1985, MJ n'a jamais porté la Air Jordan Bread sur un terrain. C'est tout simplement Nike qui s'est servi de cette légende urbaine pour sa campagne de pub. Oh les petits sacripants! Cette news est très récente et c'est David Stern, l'ancien commissaire de la NBA lui-même, qui a rétabli la vérité dans le documentaire Unbanned, The Legend of AG1. Jusque-là, tout le monde pensait que cette légende était vraie. Même récemment, alors que je racontais cette histoire à quelqu'un, la première chose qu'il m'a dite concernait l'amende de 5000 $. Encore plus flagrant, pour vous prouver ce fait, la lettre a été envoyée alors que Jordan portait les Airship noirs et rouges, et pas les Air Jordan Bread. Donc, les Air Jordan n'ont rien à voir avec cette histoire de bannissement. Tout le monde y a cru, et cette campagne de pub a rendu cette chaussure la plus désirable de tous les temps. Bon, les Air Jordan 1, on en a déjà beaucoup parlé. Mais Nike avait promis des innovations que Converse n'a pas proposées. Où sont ces innovations, direz-vous? En 1987, MJ laissera le modèle de la Air Jordan 1 de côté pour faire place à la Jordan 2, avec une silhouette plus massive. Puis viendra la Air Jordan 3, qui provoquera un phénomène jamais vu auparavant, celui de collectionner les sneakers. Le célèbre designer de Nike, Tinker Hatfield, s'occupera de celle-ci jusqu'à la Air Jordan 15. C'est d'ailleurs en voyant la Air Jordan 3 que Michael Jordan décide de prolonger son contrat avec Nike. Cette nouvelle version a une bulle d'air visible, son logo Jumpman et plein d'autres nouvelles idées qui rendront cette paire bien différente de ses anciennes versions. Puis, il y aura les versions 4 et 5, qui seront des évolutions de la 3, alors que la 6 optera pour une nouvelle cassure en termes de style. Avec sa silhouette montante et un renforcement de la zone du talon et des orteils, elle est l'une des plus appréciées du grand public. La 7 et la 8 seront encore des évolutions de la 6. Parmi les futurs sneakers de Tinker Hatfield, la Air Jordan 11 est la plus spéciale, car créée avant le retour de Jordan dans la NBA en 1996. Lui qui voulait opter pour une carrière de baseball pour rendre hommage à son père décédé. Il l'a également porté dans le film Space Jam, où il était casté aux côtés des Looney Tunes. Elle est un véritable culte à elle-même du fait qu'elle signait le retour de la star dans son sport de prédilection. Alors non, pas du tout, mais c'est la fin de la carrière de Michael Jordan. Le 8 mars 1998, MJ reportera à la Air Jordan 1 Chicago, face aux Knicks de New York au Madison Square Garden. Il a fait ça pour rendre hommage au premier match qu'il avait joué ici. Il voulait faire forte impression et montrer au public à quel point ce sport avait évolué depuis. Personne ne savait qu'il allait les porter ce jour-là. Ni Nike, ni même son équipe, car il les avait prises de sa propre collection personnelle qu'il gardait dans son garage. Comme le grand champion qu'il est, il marquera 42 points, fera 6 assists et 8 rebonds. Le public a vu ce match comme un clap de fin d'une époque, tandis que Jordan, lui, il s'amusait du fait qu'il avait les pieds en sang à cause des Air Jordan 1. En effet, le confort des Air Jordan avait beaucoup évolué en 14 ans. Mais le pied de Jordan aussi, elle ne lui allait donc plus du tout. La Air Jordan, c'est l'exemple parfait de la chaussure de sport qui a su s'adapter à la rue. Jamais une chaussure n'avait provoqué cet effet. Elle a inspiré la forme de tellement de sneakers modernes qu'on ne les compte plus. La Jordan, c'est aussi celle qui a lancé la mode de collectionner les sneakers. Une mode
bien répandu aujourd'hui. Et c'est ce qui fait de nous des sneakers addicts. C'était plus que de simples chaussures. C'était des œuvres d'art. Des gens ont même tué pour voler des Air Jordan au pied des autres. Dans la dernière décennie, Russell Westbrook rechaussera les AG1 en 2012, tout comme DeMar DeRozan en 2013. En 2017, PJ Tucker jouera avec les Jordan Off-White, designés par Virgil Abloh, qui sont un graal pour les collectionneurs de sneakers de nos jours. Plein de déclinaisons vont voir le jour comme la Jordan 1 Travis Scott, la Jordan 3 Justin Timberlake ou encore la Jordan 4 Eminem. Même une équipe de football, le PSG, a collaboré avec Jordan en sortant 3 paires différentes et même une collection de vêtements. Récemment, Air Jordan a même fait une collaboration avec la marque de luxe Dior, un événement inédit qui mêle streetwear et luxe pur. Encore une fois, et comme depuis sa création, Air Jordan est un précurseur. Cette chaussure a rassemblé le monde entier et a provoqué une immense connexion entre eux. Mais si je vous ai raconté cette histoire, c'est parce que certaines personnes oublient de temps en temps que derrière cette basket se cache une telle histoire sportive. Certes, certaines personnes portent des Air Jordan parce que c'est cool, parce que c'est la mode, mais ils ne réfléchissent pas vraiment. Et même si le joueur a pris sa retraite depuis maintenant plus de 20 ans, beaucoup continuent de s'arracher la sneaker, une chaussure mythique par son histoire et son impact sur la société. Merci à tous d'avoir regardé cet épisode de Sneak In, l'histoire des sneakers. Pensez à vous abonner à la chaîne, à liker et à commenter si vous avez aimé la vidéo. Un grand merci à notre partenaire KikiKicks qui nous a prêté toutes les paires que vous avez vues dans cette émission. N'hésitez pas à vous abonner à leurs réseaux sociaux, ils ont vraiment toutes les paires et ils sont top.